Salam alaikum, Azul, bonsoir. Parmi ces dehors les plus prétentieux, les plus osés, les plus hilarants, s'ils n'étaient rageants, le slogan, la devise, ont toujours été présents dans la bouche et le discours du régime algérien. Une devise très significative de l'autisme et de l'audace de ce régime, puisqu'elle a toujours représenté sa vacuité et son incapacité à concrétiser ce qu'il revendique de façon aussi tonitruante. Le slogan distinctif, la devise, l'expression symbolique, censée représenter l'identité profonde et l'aspiration affichée, et qui systématiquement reste non seulement lettre morte, juste des mots creux, mais qui exprime dans la réalité l'inverse de ce que le régime déclare et prétend. Du temps de Ben Bella, pour éclipser les grandes figures de la Révolution, qui lui faisaient de l'ombre, et faisaient de l'ombre à un pouvoir né d'un coup d'État contre la Révolution, on nous avait sorti un seul peuple, un seul héros, le peuple. Nous savons ce qu'il en fut en réalité. Le peuple ne fut ni le héros, ni le seul héros, puisqu'il fut remisé au seul rôle de la claque et du you-you, pour encenser le très charismatique et très bavard président qui fut ramené sur le dos des chars de l'armée des frontières. Comte Boumedienne envoya Ben Bella dans les geôles du système. On vit une nouvelle devise figurer sur les frontons des Zama institutions de la Zama République algérienne démocratique et populaire. Par le peuple et pour le peuple. Min shab wa il shab. Un slogan qu'on avait escamoté à Abraham Lincoln, of the people, by the people, for the people. Un slogan omniprésent prêté à un peuple qu'on disait être la source de toutes les institutions et de tous les grands principes républicains, et qui continuait à n'être que le préposé à la claque, au you-you, et à la pamoison devant celui qui n'avait besoin de personne pour décider de tout ce qu'il voulait, dont la propagande nous disait qu'il avait fait d'Alger la Mecque des révolutionnaires, dont elle nous disait qu'il faisait trembler Israël et toutes les puissances occidentales. Quand Chadli arriva, ce fut pour une vie meilleure, min ajl hayat afdal. Un slogan un peu moins pétaradant que ses prédécesseurs, un peu plus débonnaire, mais qui lui aussi restait porteur de l'inverse de ce à quoi il aspirait. Avec Bouteflika, nous avons eu droit au très tonitruant l'Algérie de la fierté et de la dignité. Jazair al-Izza wal-Karama. On sait ce qu'il en fut. Une Algérie de la jungle, de l'humiliation, du passe-droit, de la corruption systémique et systématique, de la corruption de masse de millions d'Algériens, pour en faire ce qu'ils étaient déjà, des préposés à la claque et au you-you, dans l'indignité généralisée et dans la déchéance fièrement revendiquée. Au point où celui que tout le monde qualifie ouvertement et publiquement de Fakhamatohu faisait des campagnes électorales par portrait interposé. Un portrait qui recevait des chevaux en cadeau, avec lequel les innombrables clientèles se faisaient prendre en photo à ses côtés, en train de lui faire la bise, pour pouvoir prétendre aux bonnes grâces des décideurs qui décidaient à la place du portrait, bien sûr. El-Izza ou el-Karama était devenu réellement l'exact contraire de ce qu'il affirmait et revendiquait. L'Algérie de la déchéance et de l'indignité. Et là, maintenant, et depuis quelques jours, dans le plus pur style de ses prédécesseurs, le tout récent squatteur d'El Mouradia,
le président Tebboune, qui n'a aucune chance de devenir un Fakhamatou, parce que trop petit pour le costume qu'on lui a cousu main, nous démontre qu'il s'est resté dans la tradition du régime, puisqu'il suffit que le slogan du jour, soit juste aussi hallucinant qu'irréalisable. Et là, il a eu pile poil. Il n'aurait pas pu mieux trouver. Son slogan est « L'Algérie nouvelle ». El Jazair El Jadida. Waouh! وزغرتوا يا زغراتات وهذه في خطر وفي خطر. Comme c'est bien trouvé. Comme ça colle à l'exact contraire. Et pour cause, appréciée comme elle est nouvelle, l'Algérie nouvelle de Tebboune. Qui est le véritable patron du pouvoir? Le sempiternel état-major de l'armée, Pardi. Et qui est le président de la République? C'est le fruit de la plus grande fraude électorale réalisée par le même sempiternel état-major, Pardi. Qui nous affirme que ce n'est plus l'ancien régime qui est aux commandes? Eh bien, les mêmes barons du même ancien régime, la même pseudo-ancienne opposition, les mêmes anciens relais, la même ancienne presse aux ordres, Pardi. Qui envoie les contestataires en prison pour avoir osé revendiquer un ordre nouveau, une nouvelle république? La bonne vieille justice toute pourrie, toute vermoulue, toute aplatie devant le même vieux régime qui n'a même pas su changer de frusque, Pardi. Qui est le pouvoir législatif? La bonne vieille APN, installée par la massive fraude électorale de 2017, par la clique à Bouteflika, Pardi. Qui est l'actuel squatteur d'El Mouradia, le président de la bonne vieille République algérienne démocratique et populaire? Mais c'est le bon vieux Tebboune, Pardi. Celui qui a 75 ans et qui est aux affaires, et aussi dans les affaires et dans le FLN depuis plusieurs décennies, depuis qu'il avait 25 ans, Pardi. Celui qui a été plusieurs fois ministre, puis Premier ministre, puis inculpé dans des affaires de bonne vieille corruption, Pardi. Puis président issu de la bonne et si bien éprouvée vieille corruption et vieille fraude électorale, Pardi. Et c'est lui, ce jeune et fringant président élu par le peuple algérien à 54%, comme nous l'affirme le Washington Times. Oui, c'est cet homme nouveau qui revendique ce slogan d'Algérie nouvelle. Et pour cause, cette Algérie nouvelle qu'il veut inscrire en lettres vert, blanc, rouge sur son écu Mqasdar. Et qui va soutenir ses actions et relayer ces bons vieux discours qui ont jauni, qui ont pâli sous le mensonge, qui sont devenus tellement indigestes qu'il faudrait qu'un éléphant passe par un trou de serrure pour qu'il puisse à leur tour passer? Eh bien, ceux qui vont l'aider à faire passer l'éléphant par le trou de la serrure, parce qu'ils ont tellement la confiance du peuple qu'ils ne peuvent faire que ça, Pardi. Ça va être le FLN, dont Fakhamatou Bouteflika est toujours le président, et le très démocratique RND, les deux avec leur jeune vieux cacique, et à côté, ou juste en dessous, la bonne vieille opposition à 4 sous, les épiceries politiques, dont les partis qui se disent islamiques et qui sont dans la mimique boulimique. Mais il y a aussi la presse, dont le porte-parole de la présidence nous dit qu'elle est la presse la plus libre du monde arabe. Pardi. Il y a aussi les tout fringants, nos fambariyin, badissiyin, et autres pique-assiettes, Pardi, dans le plus pur style du même régime qui sait si bien faire sa mue, sans rien changer d'autre que sa peau, qui sait si bien vendre au gogo le même contenu, sans même changer le contenant,
mais qui fait comme si, puisqu'il suffit de mettre Jadida à côté d'Algérie pour que ça fasse Jadida. C'est tout ce qu'il y a dans le magasin. Et estimons-nous heureux qu'on fasse l'effort d'enrober de chocolat la vieille pilule qu'on nous fourgue. Et après tout, ne dit-on pas que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait la bonne soupe, n'est-ce pas? L'Algérie nouvelle de Tebboune. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'aurai avec moi au téléphone Bouhelfa Ben Mamar, journaliste, militant politique, Hassan Heresh, docteur en sciences économiques, que nous aurons en Skype, et l'Arbi Zouemia, analyste politique, que nous aurons en Skype aussi. Et je vais commencer par l'Arbi Zouemia. Merci d'être avec nous, l'Arbi Zouemia. السلام عليكم مازول في الله ونسي جمال عيد مبارك. اللهم يبارك فيك، عيد مبارك، سنين دايما كما نقولوا. العربي زويميه واللحيه في العسل عايمه. الله الله نعرف دايما ولا عندك العسل عايمه. هذه تاعنا، هذه تاع بكري، هذه تاع قايس. كاينه بليتو نقولوا تاع قسنطينه. العربي زويميه. Le régime est toujours le même, à moins que nous nous trompions tous. Mais à chaque fois qu'une clique nouvelle arrive, pour prendre le relais, ou pour se faire transmettre le flambeau, comme ils disent, la nouvelle clique se trouve un slogan à elle, une devise qu'elle inscrit sur son écusson. في وقت بوتفليقة c'était الجزاء العز والكرامة. C'est tout ça, c'est fini. Maintenant, c'est Algérie nouvelle. El Jazair ou El Jadida, t'as monsieur Tebboune. Et c'est comme ça qu'on fait du neuf avec du vieux, nous apprend-on. Nous pouvons aller vers une Algérie nouvelle avec ce personnel politique, cette vieille garde du FLN, de l'état-major. Comme nous disent certains opposants que le régime est nouveau, tout nouveau. Vous l'avez entendu vous-même, il y a certains opposants qui sont en train de déclarer dans des chaînes étrangères que le régime est nouveau, que l'ancien est dans les prisons ou qu'il a été renvoyé à ses foyers. العربي زويمية. واش تحبني نقول لك؟ Dans l'équation anglaise, l'équation anglo-saxonne, le cas algérien, c'est ce qu'on appelle farcical ballot and unbelievable tricks. Donc c'est les élections farcies, c'est des élections truquées, la fraude, et vous avez aussi ce qu'on appelle les salles des tours. C'est l'expérience, le régime algérien est expert en la matière. Il peut se reproduire parce que les forces, et nous constatons toujours que les forces de la rente, les forces de la régression, les forces antipatriotiques se redéploient. Et c'est pour cela qu'il va falloir aussi à chaque fois réviser nos analyses, réviser nos méthodes et réviser nos données, parce que nous débarquons toujours dans un terrain inconnu, nous faisons face à des situations nouvelles, à un redéploiement aussi, à laquelle participe cette classe intellectuelle par égoïsme ou je ne sais, par quête de dividendes financières. Mais nous avons l'intitulé est simple. Donc, nous faisons face à un régime qui a ses méthodes, qui peut battre même le parti républicain. Oui, mais le problème, l'Arabie Zouemia, ce régime qui a ses méthodes, le problème est que ce régime, la meilleure méthode de ce régime était l'argent. L'argent de la rente, l'argent du pétrole, l'argent du gaz, la seule ressource du pays. Or, maintenant, cette méthode lui fait défaut. Cette méthode n'est plus au rendez-vous. Comment il va pouvoir faire pour faire passer toutes ces grosses couleuvres sans argent? Non, le régime pense, nous n'avons pas le même raisonnement de temps. Le régime, il pense maintenant, le régime, même si le régime, c'est l'actuel, c'est l'heure, c'est l'horloge, c'est le temps de maintenant. Maintenant, il y a une rente, il y a un parasitisme aussi, parce que aussi, il ne faut pas oublier que
qu'il y avait un temps passé en Algérie, là où la rente un petit peu s'est développée, surtout dans les espaces basilaires, les médias, et juste au sommet. Et ces gens-là aussi, c'est une force qui est constituée, qui a ses moyens, elle se redéploie aussi pour devenir, comme vous avez dit, les préposés à la claque, les préposés à la claque contre certainement, contre des rétributions, contre... C'est les commettants du pouvoir, c'est les commettants rentiers du pouvoir, c'est pour cela la sociologie, la sociométrie réelle des groupes qui constituent le pouvoir à peu près, elle est spécifique à nous, mais elle a cette capacité de se convertir parce qu'elle a déjà le carburant. Il se peut qu'ils sont, à travers certaines comédies, à travers le cirque, des pièces de théâtre au niveau de la justice, sont débarrassés de quelques-uns qui représentaient un petit peu la photo apparente du régime, mais en réalité, en matière de masse, en matière de quantité, le régime a encore ses relais, il est en train de les refabriquer parce que c'est impossible. Nous avons une année de Hirak et puis vous voyez le FLN qui organise et vous voyez un TEF du RND qui est connu déjà, qui est connu, Rezitouni qui est connu. On fait le Mu'tamar du RND au moment où on oblige les Algériens à rester chez eux et au moment où même les mosquées, on interdit aux gens de faire la prière. C'est ça, ce paradoxe. Donc, ce qu'on appelle la nécessité, je ne sais pas, la raison du pouvoir. La raison du pouvoir, parfois, elle fracasse les obstacles, elle fracasse même au détriment même de la sécurité des Algériens, au détriment même des grands équilibres, disons que l'équilibre social, des équilibres socio et économiques. Ils sont là, ils utilisent tout pour se redéployer et justement, les forces initiales qui ont propulsé Tebboune sont des forces de la rente, d'une frange, de la plus grande frange de la rente. Il ne faut pas perdre ça de vue, auquel cette mutation du pouvoir, il va falloir aussi la zioter, la contempler, l'observer d'une manière minutieuse pour justement que la société civile qui est en train d'encadrer le Hirak, tous les gens qui veulent en commun cette idée, cet idéal d'une Algérie qui doit changer, justement, ils doivent aussi adopter d'autres moyens, plus d'organisation et plus de poussée. C'est ça la réponse réelle, parce que nous, ici, notre raison d'être ici, ce n'est pas, justement, nous ne sommes pas des facteurs, mais nous sommes des citoyens aussi conscients, et nous avons dans notre pays, nous sommes responsables aussi, comme tous les citoyens, nous sommes responsables, nous devons apporter des réponses et contribuer. Voilà. Et restez avec nous, l'Arabie Zouémia. Boukhalifa Ben Mamar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Jamal. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir à Sid Arbi Zouelmia et notre ami Dr Hassan. Merci. Espérons que tout le monde va bien. Merci. Alors, Boukhalifa, avant de continuer sur la même question, j'aimerais que nous voyions ensemble quelques images du FLN. D'abord celle du nouveau secrétaire général qui vient juste d'être élu, dans des conditions absolument abracadabrandesques. Et puis nous irons voir FLN Zitouni, et puis nous irons voir FLN Boucher pour nous replonger un peu dans le bon vieux bain. D'accord. Benji s'incline. كشخص هذا الرجل راه حياته كلها فناها من اجل الجزائر، سواء لما كان مجاهد او لما كان يكفي فخر انه لما طاح مرض مرتين طاح مرض في المكتب نتاعو. يعني كان يجاهد ويخدم في البلاد هذه، ما كانش في سياحه في الخارج والله. يعني اعتقد بان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني واحد اللي ما يشكرش رئيس الجمهوريه على هذا الجهد وعلى الشباب وصحته ضيعها للجزائر، يعني هذا راح يكون فيه خير لجبهه التحرير الجزائر. احنا نقولوا بان الولاء الجمهوريه هو اول مقياس، لاننا عارفين بان الولاء الرئيس هو ولاء للجزائر ولشعبها. Le nouveau avec lequel Tebboune va faire du nouveau. Et on va voir l'FLN Zitouni.
السياسه اللي تبعد على مصالح الشعب والسياسه اللي تبعد على مصالح البلاد ما هيش سياسه وما همش احزاب. الناس ما كانتش تسمعنا. اليوم نظن التاريخ انصفنا، والتاريخ انصف التجمع الوطني الديمقراطي انه راح ينطلق بانطلاقه جديده ان شاء الله، مع اطاراته، مع مناضليه، مع كل المؤطرين اللي كانوا فيه. وراح ان شاء الله راح نشوفوا مستقبلا ما هي الاهداف وما هي الرسائل وما هي البرامج وما هي الامال اللي يحملها التجمع الوطني الديمقراطي مستقبلا، وراح نشوفها. والشعب الجزائري كذا كان صادق بانتخابه وبالنسبه المئويه كبيره، تعتبر كمصادقه و اون ابروباسيون دون ديمارش لمسار جمهوري وخيار جمهوري، مسار ثقافي ديمقراطي ومسار اقتصادي لينمي. Felen Bouchareb, pour nous remettre un peu dans le bain. باسمكم جميعا وبمنتهى الفخر العظيم والاعتزاز، وتعسيا بقيمنا الراسخة في واجب الامتنان للمحسنين والعرفان لأصحاب الفضل وأهل العطاء، يشرفني أن أعلن أن جبهة التحرير الوطني ترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. Alors, et nous allons voir enfin une image d'un journal considéré comme très libre de cette presse qui fait partie de l'ordre nouveau, de l'Algérie nouvelle, Al-Watan pour ne pas le citer, et pour reprendre les termes de M. Zitouni du FLN, مع كل البرامج الجديدة. Regardez l'un des barrages de Fakhamatoho Tebboune, regardez ce qu'il a déclaré à Al-Watan et de quelle façon Al-Watan l'a relayé. Regardez. Une révolution économique en préparation. C'est M. Tebboune qui le dit. Une révolution économique en préparation. Et j'accueille Boukhalifa Ben Mamar. Donc, Boukhalifa, on est en train de nous dire que le nouveau slogan de l'Algérie, ça y est, Al-Izza al-Karama, c'est classé, jeté à la poubelle. Maintenant, c'est pour une Algérie nouvelle. Jazair Jadida. Alors, si vous voyez les petits extraits là qu'on vient d'avoir avec l'avant et l'après, si on devait avoir un dictionnaire pour la définition du mot girouette, bah, on ne ferait pas mieux, je pense. C'est vive le roi, c'est le roi est mort, vive le roi. Vous savez, là, l'une des choses que Bouteflika a réussi à faire, c'est véritablement de transformer le pouvoir algérien en monarchie et lui en monarque limite absolue. Donc intriguant qu'il a été, donc il a su jouer, naviguer en eau trouble. Et vous ressentez d'ailleurs ce phénomène de cour quand les gens s'approchaient, parlaient de lui, lui qui a exigé qu'on le désigne sous le vocable de Fakhamatourou, ce qui n'est pas anodin. Donc ça a persisté un peu, mais aujourd'hui, on fait peau neuve avec quoi? On fait peau neuve avec des promesses, sans lendemain. Aujourd'hui, la nature du régime n'a pas changé, elle n'est pas prête de changer. On cherche une vitrine, on cherche quelques nouveaux concepts. Et ça m'a rappelé une citation de George Orwell qui disait que le langage politique est conçu pour que les mensonges paraissent vrais et les meurtres respectables. Voilà. Ouais. Et pour donner à du vent l'apparence de la solidité. Voilà, mais sans gêne, sans retenue, tout en but, voilà. Ce qui est le système jouera toujours la carte pour sa survie. Ce qu'on oublie, c'est que rien n'a changé. Les arrestations sont toujours opérées. On est en train de faire la chasse aux militants. On est en train de continuer sur la même lancée. Un facteur aggravant dans des conditions d'un drame sanitaire qui se joue. On ne sait rien des statistiques réelles des gens qui sont morts du Covid ou des gens qui sont atteints. On ne sait absolument rien du tout. C'est le réflexe des gens en toute autonomie qui s'organisent. Ce n'est pas les services publics qui expriment de la solidarité envers des citoyens. C'est les citoyens qui vraiment dans ce mouvement où ils se sont libérés depuis un an, mais comme une lame de fond,
donc se sont pris en charge. Donc l'Algérie nouvelle, c'est quoi? C'est une recomposition sur un état de délabrement. Parce qu'il ne faut pas Rupture. oublier que Ben Mamar, l'Algérie nouvelle, Boukhalifa, ça oui, suggère la rupture avec l'ancienne Algérie. Ça veut dire que nous allons passer à une nouvelle Algérie, celle qui est en train de demander le peuple, une transition, un État démocratique, un État de droit, Madani Machi Askaria. Or, dans le même temps qu'il est en train de nous dire Algérie nouvelle, il est en train de dire rien ne changera. C'est le changement dans la continuité. oui, bien sûr, sur le plan des slogans, les slogans, donc l'une des spécialités dans ces faits chantre le régime en Algérie, c'est de galvauder les slogans. Donc lui-même est à l'origine, donc les spin doctors nous sortent leur slogan, le système est là pour les galvauder, mais en réalité, donc la vitrine, c'est toujours le même personnel politique qui est là. Moi, j'irai au-delà, j'irai au-delà. Je crois qu'aujourd'hui, l'Algérie nouvelle sera celle qui sera faite avec les acteurs qui vont émerger et qui ont déjà émergé du Hirak. Et pour faire un pied de nez, ils vont garder le slogan de Tebboune. Je pense que, bon, malheureusement, le régime sera là pour remettre les clés, tout simplement. Donc, il faut qu'il y ait une passation de consignes et eux doivent être en position de faiblesse pour remettre les clés, tout simplement. Donc, certes, ils vont être inévitablement, quand les choses vont se faire, ils seront là pour remettre les clés. Mais l'Algérie nouvelle ne sera que l'œuvre de celles et ceux qui ont mené ce mouvement révolutionnaire. Moi, ma conviction profonde à titre personnel, je l'ai dit et je l'ai assumé, ça fait grincer des dents, le personnel politique des années 90, pour moi, est discrédité. Parce que ce personnel-là a servi d'alibi démocratique jusqu'à la chute du régime. Donc moi, je n'y crois pas. Je crois qu'il y a de nouvelles légitimités qui ont été consacrées depuis le 22 février. Et ces légitimités sont incontournables. Elles sont porteuses de projets, elles sont porteuses de visions, certes différentes, qui par moments se télescopent, mais les porteurs de ces visions sont condamnés à trouver un compromis. Et je reviens à vous dans un moment pour vous demander de nous expliquer ce que vous entendez par les nouvelles légitimités, celles qui sont nées après le 22 février. Hassan Hirsch, d'abord, merci d'être avec nous, Hassan. Merci pour l'invitation et je salue Ben Mamar et Zouaïlia. Merci. Alors, Hassan Hirsch, avant de vous donner la parole pour nous dire ce que vous pensez sur la même question, nous allons d'abord regarder l'actuel monsieur le Président de la République, monsieur Tebboune. Il n'y a pas longtemps, on va l'entendre, ce qu'il déclarait il y a très peu de temps, du temps de Bouteflika, avant qu'il ne le remplace au pied levé. Écoutez-le. Je le dis, نقولها بصفة رسمية ونكرر باسكو أنا في سنة نقول فيها نفس الكلام. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. Hassan Hirsch, M. Tebboune, qui nous jurait il n'y a pas très longtemps que le programme du président de la République ne serait pas gelé, quoi qu'il arrive et quelles que soient les circonstances. Eh bien, Monsieur Benchelouf, c'est la seule vérité que nous ayons entendue d'Abdelmajid Tebboune. Effectivement, le programme de Bouteflika continue et dans tous les sens du terme. Il continue au niveau de la gabegie, de détournement de fonds, au niveau du gâchis économique, du gâchis financier, au niveau de la marginalisation de la population, au niveau des arrestations, au niveau des humiliations, au niveau de l'orgueil, au niveau de discours creux. Donc, M. Tebboune a tout à fait raison de déclarer ça. Et c'est ce qu'il dit exactement. C'est pour cela que pour lui, la nouvelle Algérie, c'est l'Algérie recommencée,
c'est celle qu'il a vécue pendant tous ses mandats de chef de daïra, de wali, de ministre, de premier ministre, etc. Donc, accordons-lui, pour une fois, de dire la vérité, rien que la vérité. Et donc, aujourd'hui, la nouvelle Algérie, c'est celle de la faillite morale, de la faillite financière, de la faillite diplomatique, de la faillite éducative, de la faillite en tout genre, parce que Bouteflika a eu les moyens, a eu des milliards et des milliards et des milliards de dollars qu'il a dépensés tout azimut sans construire l'économie du pays, uniquement pour nourrir sa clientèle, uniquement pour recommencer le même régime de la mafiocratie. Eh bien, aujourd'hui, Tebboune, évidemment, va essayer par tous les moyens de reproduire ce système, lors même que l'argent lui manque. Donc, il va essayer de grignoter au niveau de l'impôt, au niveau éventuellement de prêts à droite, à gauche, même si il a déclaré il y a 2 ou 3 jours qu'il n'allait pas emprunter de l'argent au FMI parce qu'il s'agit de la souveraineté nationale. Alors là, je suppose que tous les Algériens ont rigolé, toutes les chancelleries ont rigolé, parce que comment peut-on parler de la souveraineté nationale quand on sait que nous avons une dépendance alimentaire d'au moins 70%, c'est-à-dire que les Algériens n'ont rien à manger en dehors de ce qui vient de l'étranger, une dépendance totale de l'armement, une dépendance totale des pièces de rechange, une dépendance totale au niveau des produits pharmaceutiques, des appareillages, au niveau des outils de travail. La dépendance est totale vis-à-vis de l'étranger. Et M. Tebboune va nous parler il ne peut pas emprunter 10 milliards de dollars ou 20 milliards de dollars au FMI parce qu'il s'agit de souveraineté nationale. C'est de la rigolade. Et de toute façon, on verra d'ici quelques mois les difficultés qui vont s'accentuer, la misère qui va malheureusement s'amplifier, le chômage qui va se multiplier, la dissolution d'un nombre d'entreprises qui vont totalement disparaître, l'essoufflement des entreprises publiques. Nous allons assister à une crise inédite parce que de toute façon, non seulement il manquera de l'argent, mais aussi il manquera de la crédibilité, il manquera un minimum de morale publique pour que les Algériens aient un tant soit peu quelqu'un à écouter. Donc il n'y a pas de... Mais Hassan, oui. Pardon de vous interrompre. C'est juste pour ne pas perdre le fil de mes idées. Hassan, en fait, ce régime n'a pas besoin de 10 milliards, il a besoin de 30 milliards de dollars à peu près par an pour ne plus toucher à ces réserves de change qui sont déjà presque épuisées par ailleurs. Il a besoin, parce qu'il a un seuil incompressible qui est à peu près de 60 milliards de dollars, pour continuer d'acheter la paix sociale, pour continuer de pratiquer sa politique de la rente dans un pays qui ne produit absolument rien d'autre que ses ressources naturelles. Donc, qu'exploiter ces ressources naturelles. Or, quel est le FMI ou n'importe quel autre organisme qui pourrait prêter à l'Algérie quasiment 30 milliards de dollars par an, sachant qu'il y a gabegie, incurie, en l'occurrence dans ce qui sert de pouvoir, et que par ailleurs, l'Algérie est devenue quasiment insolvable. On est entièrement d'accord. À partir du moment où l'Algérie, depuis 1962, s'est basée sur la seule ressource des hydrocarbures, on arrive maintenant à la limite de cette ressource, aussi bien en termes de réserves qu'en termes du prix du pétrole qui a drastiquement chuté et qui mettra énormément de temps éventuellement à revenir à des prix raisonnables autour de 50-60 dollars, peut-être d'ici 1 an ou 2, ce n'est pas garanti. Donc, on sait très bien effectivement qu'aujourd'hui, le pouvoir est aux abois. Il ne pourra pas trouver
de l'argent. Il pourra quémander éventuellement au niveau des Chinois, au niveau des Émirats, au niveau des Saoudiens, mais ce sera extrêmement limité sous des conditions évidemment qui mettront à mal cette souveraineté nationale que de toute façon nous n'avons jamais eu réellement, parce que c'est toujours un slogan creux. Pendant la période de Mbella Boumedienne, on était sous le parapluie soviétique, puis sous le parapluie des Émirats et des Saoudiens, mais nous n'avons jamais eu une véritable souveraineté dans la mesure où le peuple algérien n'a jamais eu droit à la parole. Parce que la souveraineté, elle s'acquiert quand le peuple algérien est concerné par la marche de son pays, quand le peuple algérien est considéré et respecté, et qu'à ce moment-là, il participe d'une façon ou d'une autre à l'éducation, à l'économie, à la souveraineté, etc., au travail. Mais là, le peuple est complètement marginalisé. Je ne vois pas comment c'est possible de se passer de la légitimité du peuple algérien, de la souveraineté du peuple algérien, et avoir une souveraineté des institutions. C'est une contradiction, c'est un non-sens. Donc, Tebboune est aux abois, il est dans des slogans creux, et nous verrons d'ailleurs que dès le lendemain de la reprise du Hirak, il sera mis à nu parce que la nouvelle Algérie sera dans la rue algérienne, avec des jeunes, des moins jeunes, avec des mots d'ordre, avec des demandes, avec une exigence de changement, une exigence d'une constituante, une exigence d'un état de droit, une exigence d'une justice sociale, une exigence de libération des prisonniers, de libération de la presse, de libération en tous genres. Donc il y aura un rapport de force qui sera à nouveau dans la rue, et je pense que cette fois-ci, le Hirak va siffler la récréation d'un pouvoir corrompu. Et restez avec nous, Hassan Hirash. Je reviens à l'Arbi Zouaimia. Arbi Zouaimia, j'aimerais que nous revenions à cette une de Journal Al-Watan, si nous pouvons la voir. Journal Al-Watan. Voilà. Le président Tebboune face à la presse, entre guillemets, c'est lui qui déclare une révolution économique en préparation. L'Arbi Zouaimia, comment peut-il nous prédire une révolution économique dans une telle bérésina où l'Algérie est en cessation de paiement, quasiment de cessation de paiement, sans aucune autre alternative, si ce n'est une hypothétique remontée des prix du baril à plus de 80 ou 90 $, ce qui est quasiment impossible. Comment peut-il prévoir une révolution économique dans un pays où il n'y a même pas de consensus, où le président est imposé au peuple, où les gens ne sont pas prêts à accepter une quelconque austérité, ils ne sont pas prêts à retrousser les manches parce que dirigés par une mafiocratie qui pille le pays, qui exfiltre les richesses du pays dans ses comptes à l'étranger. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, une révolution économique est en préparation? D'abord, je veux saluer mes compatriotes, c'est Hussein et Hassan et Boukhalifa. Exactement. Quoi, pas mes amis, quoi, on s'est lié d'amitié. Je ne lis pas les articles de l'Ouatan. Je ne lis pas et je ne vais pas lire les articles de l'Ouatan. Mais ça, c'est une déclaration de Tebboune, hein? C'est une déclaration de Tebboune. Mais lui, c'est une facture d'épicerie, tout simplement, parce qu'il s'attend, ça se joue en mercantile maintenant, on connaît les gens. Parce que même la présentation de Tebboune, elle était mièvre, elle était fadasse, elle était insipide. Quelqu'un qui dit en face d'un ancien rentier, un ancien opportuniste de la gauche, il dit que c'est Taïeb, l'Algérie, le troisième pays en matière de terre rare. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Et puis, il y a un président qui demande à ce que nos ressources minières soient recensées. Ici, c'est quoi cette pédagogie institutionnelle à ce qu'un président demande ça en 2020? Mais c'est terrible, comment se fait-il? Il ne connaît pas nos capacités, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'à un moment donné, ils ont de l'argent ExxonMobil à peu près pour faire ce qu'on appelle un balayage
un balayage cartographique, une prospection, ce que nous avons en matière de schiste, en matière de mines aussi. Et maintenant, on voit un président qui demande. Et puis la façon, il faut voir justement où ça pousse à la rigolade, c'est la loi de finances complémentaire, mais c'est du khachab. En réalité, c'est incroyable hein, comment ça s'est passé. Je rappelle Arbizo Emiya, que la loi de finances, normalement, d'habitude, on envoie la loi de finances complémentaire quelques jours avant à la PN. Le président de la PN la remet à la Ligue économique et financière pour l'étudier, faire des propositions et préparer des questions au ministre des Finances. Or là, ils n'ont rien reçu. Le dernier jour, on s'est présenté devant eux, on leur a fait une lecture verbale. Ils ont voté à main levée et terminé. Tout le monde se lève et rentre chez soi. Ça s'est passé comme ça. C'est Jamel, c'est Don Quichotte qui est en train d'éperonner Rocinante, ça. Le cheval qui n'a pas mangé depuis, je ne sais pas, un mois, il est en train de l'éperonner pour avancer. Je ne suis pas d'accord un peu en matière de prêt. Certainement, il y a la Chine qui est là, la Chine qui est devenue le plus grand prêteur de l'Afrique. Elle a dépassé la Banque mondiale et c'est pour cela qu'il y a un problème entre la Chine et les États-Unis de compter bien. Chacun peut compter, va compter ses amis, qui sont ses amis. Mais certainement, la Chine, elle est là, elle est prête, elle voit ce qu'on a et puis elle peut se proposer en tant que prêteur. Mais le coût, justement, on peut éviter certaines restrictions, certaines obligations, certaines directives émises par le FMI, le Club de Paris, le Club de Londres, je ne sais pas quel pays, mais justement, ils sont en train d'aller vers cette voie. Ce qui est dramatique en Algérie, c'est que justement, nous voyons un régime d'incompétents. Monsieur Boukhalifa a dit que le RND avec Zitouni, qui n'est rien en réalité. والله حتى شيء متافه نقول je le dis يقدر يقول عليا تافه c'est un تافه c'est pas une girouette هو la girouette au moins la girouette c'est l'air elle subit l'air et parfois ترجع الرايه ترجع شهدة العقل كما قال صارت au moins ne prenez pas ce chemin parce qu'il y a le lion mais c'est la biomasse c'est des générateurs de la rente, de l'Ettefaha. Vous voyez maintenant les cadres de Zayder, tous ces cadres-là qui sont éparpillés, poussés à l'immigration, poussés à l'exclusion, mis en capilotage chaque jour que Dieu fait, marginalisés, dénigrés, je ne sais pas, accusés de trahison. Et vous voyez du FLN, qui était, il n'y a pas longtemps, il parlait de son moujah, d'Abdelaziz Bouteflika, qui était quelque part en train de manger de la crème glacée haram, Vous voyez, voilà l'image du libre, voilà l'image de l'Algérie. Justement, Jacques Brel a dit un jour, les belles choses ont le mauvais destin, car une fleur ne vit qu'en l'espace d'un matin. Et c'est pour cela que le constat, on peut dire ce qu'on veut du constat. C'est un théâtre, c'est un film, c'est des épisodes interminables de ridicule. On peut en produire chaque jour. Mais le plus important, l'alternative doit être étudiée et ne pas un petit peu se fier à des intitulés figés qui peuvent aussi nous font défaut, qui peuvent faire défaut à nos plans et prévisions. L'alternative de changer, l'alternative doit être plus organisée que le pouvoir, plus avertie que le pouvoir, plus compétente que le pouvoir. Parce que qui connaît une chose, le texte, j'étais en train de lire le texte de l'AFC. C'est quoi le texte en réalité de l'AFC? C'est tout simplement, il y a 17 milliards qui manquent pour l'année 2020. C'est tout ça. 17,7 milliards qui manquent aux recettes de pétrole. Ils ont fait un petit peu de maintenant, c'est quoi? C'est le Robert et d'un épicier du coin, tout simplement. Pour aller enfin à réduire le déficit de 10 milliards. C'est ça la loi de finances. Mais en principe, il doit faire quelle loi? Loi de la pensée, loi de la méthode, loi du modus operandi, qui peut au moins... Mais cette alternative, l'Arbizo Emiya, cette alternative dont vous parlez, qui doit mieux faire, elle viendrait d'où? Elle serait... Oui, mais comment un Hirak qui ne parvient même pas à s'organiser, qui n'a pas de feuille de route claire? Nous sommes des militants, journalistes, techniciens, je ne sais pas quoi, ingénieurs, mais nous portons le chapeau de patriotes militants pour le changement. Justement, c'est notre idéal, c'est notre programme quotidien.
C'est ça le plus important. Nous sommes en état de guerre. Nous sommes en état de guerre politique, guerre sociale, guerre économique pour faire déguerpir. Et c'est pour cela que tous les gens, y compris vous, ceux qui ont c'est très important. On doit se débarrasser de certaines, je sais pas, de cette linéarité à peu près éthique. Il y a un pouvoir mafieux. Il y a un pouvoir. Et ça concerne les Algériens, uniquement les Algériens. Ça nous concerne, nous, en tant qu'Algériens. Nous avons une responsabilité de pousser vers la bonne alternative. Sans chicane. Et on admet et on encourage la bonne idée, justement, dans une discipline citoyenne capable d'apporter ses fruits. Et c'est pour cela le Hirak, toute cette capacité, toutes ces quantités de masse, toute cette masse compacte parfois qui est en train de marcher, qui a marché pendant une année, justement, il n'y a aucun problème, doit être orienté comment? Par l'argumentaire. On doit meubler un argumentaire et justement ne pas s'éloigner de la causabilité. Et cette causabilité, cette situation de causalité, elle est née dans le vécu des Algériens, dans le vécu, dans ses problèmes quotidiens lorsqu'il se réveille à 6h, à 7h, à 8h, parce qu'il va penser pain, lait, hôpital, je ne sais pas, l'ICP, l'index de consommation en Algérie est terrible. Les prix, c'est terrible aussi. C'est ça, nous devons parler comme les gens, et c'est pour cela que nous pouvons tisser des liens sincères avec les gens là, en parlant comme eux. Nous le ressemblons. C'est ça. Et c'est ça le vrai patriotisme. Et c'est pour cela qu'on doit s'ajuster tous. Mais nous apprenons chaque jour. Nous apprenons. Il y a beaucoup de potentialités. Je vois vous invitez beaucoup de gens qui sont vraiment compétents. Peut-être la méthode, peut-être justement. Mais justement, il faut que ça se fédère. Il faut créer une synergie pour que ça devienne compact en matière d'idées. Parce que voir le FLN organisé, je suis devenu cube de glace. Je trouve le FLN avec certains mutahajibat, dans le FLN, le RD, en train de faire des zghritet. Justement, c'est rare que l'Algérie, cette Algérie-là qui a existé depuis la nuit des temps, avec une histoire, nous étions le cœur de l'histoire. Et c'est pour cela que c'est notre fierté. C'est notre fierté. Nous avons combattu. Personne ne nous a donné l'Algérie. Nous avons combattu, nos parents ont combattu, nous avons souffert le fil de Barbelé et les bombardements. Et c'est pour cela que nous avons 50 ans d'erreur, ok, mais il est toujours temps. Il n'est jamais trop tard pour dire. Restez avec nous, Larbi Zoemia. Je reviens à Boukhalifa Ben Mamar. D'abord, ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est une nouvelle légitimité. Pourquoi vous avez prononcé ce mot, légitimité, parlant de gens qui n'ont été ni élus, ni désignés par le peuple, ni acceptés dans un quelconque consensus général? C'est plutôt le résultat d'une réflexion collective autour d'une tentative d'analyse d'une transition démocratique. Parce que la tentative d'analyse de la transition démocratique d'un pays comme le nôtre pose une question centrale des moyens utilisés pour atteindre cet objectif. L'une des questions qu'on se pose, est-ce qu'il y a un minimum, est-ce que les moyens, par exemple, qu'on doit mobiliser ou toutes les ressources qu'on doit mobiliser, doivent-elles obéir à une certaine rationalité démocratique? Est-ce qu'il nous faut une stratégie de transition démocratique? Comme toutes ces transitions, donc, elles n'ont pas dégagé un modèle qui s'adapte, que ce soit en Amérique latine ou dans les anciens pays de l'Est ou peu importe. Mais je pense que nous, il faudrait qu'on travaille cette réflexion. Mais de toute façon, quand il y a des évolutions assez rapides comme ce qu'on a vécu dans le mouvement du 22 février, de toute façon, il y a toujours même s'il y a des légitimités en cours de construction, mais elles sont consacrées par ce combat. Ce n'est pas qu'elles sont légitimes à prendre le pouvoir, non, parce qu'elles portent un projet. Ça, c'est très important. Mais le processus démocratique en lui-même reste pratiquement à inventer et de perfectionner par la suite les institutions qui vont découler. C'est une réflexion collective.
Mais Mais comment nous, expliquez-vous que le Hirak, pendant cette durée de confinement, où qu'il aurait dû mettre à profit pour essayer justement de se tracer une ligne de conduite, une feuille de route, comment expliquez-vous qu'il n'y a réellement rien du tout dans ce cadre-là, réellement rien? Est-ce que c'est parce que le régime a réussi à neutraliser cette capacité du Hirak à réfléchir, à décider, à se consulter? Ou est-ce que justement il manque une case au Hirak dans ce domaine? non, je pense qu'au contraire. Au contraire, c'est dans tous les processus où vous avez des dynamiques de conflit, il y a toujours des phases de répit et de maturation. Que ces phases aient été imposées par un facteur du type pandémie ou par la volonté d'un des deux belligérants, il faut rappeler aussi que ce n'est pas l'État algérien qui a demandé l'arrêt des manifestations. C'est C'est le Hirak lui-même. Il y a quand même un niveau de conscience, un niveau de responsabilité. Et dans ces dynamiques de conflit, les acteurs qui sont convaincus, qui portent un projet, une vision démocratique, n'ont d'autre but que de transformer cette dynamique en dynamique de paix. Ce qui n'est pas la vision du régime. Le régime ne s'inscrit nullement il s'inscrit dans un conflit durable. Il a joué la carte du pourrissement. Et maintenant, il revient en force, bien que ça n'ait jamais arrêté, mais la politique répressive du régime n'a jamais cessé, même en période de confinement, il faut le dire. Donc, moi, si j'ai dit ce pavé un peu, les nouvelles légitimités, elles existent, elles sont là, elles se confrontent, mais je ne dirais pas un minimum démocratique, parce que la seule voie salutaire pour le Hirak, c'est le projet démocratique. Si le projet démocratique, avec tout ce qu'il implique, ne fait pas l'objet d'un consensus chez les acteurs du Hirak, tout ce qui aura été fait serait vain. Parce que le projet démocratique n'est que et ne doit être que réellement ce qui est exprimé par les populations depuis le début de la Révolution. Bien sûr, il y a eu un processus où le peuple algérien s'est réapproprié son histoire. On ne peut pas passer ça sous silence. Oui. Ce qui est important, c'est que l'âme de fond. Donc, le Hirak a marqué. C'est peut-être cela la véritable légitimité, c'est cette capacité de la société algérienne à pouvoir s'être exprimée, mais qui s'en est arrêtée là, en fait, parce qu'elle n'a pas pu ou su aller jusqu'au bout et pouvoir faire émerger de vrais représentants de la vraie volonté populaire. D'une autre façon que des élections, je veux dire. Monsieur Benchenouf, je vais vous dire quelque chose. Pensez-vous qu'une cinquantaine de vendredis vont faire tomber un régime qui est là depuis 1962, Oui. avec une armada de moyens, avec des spin doctors, avec des laboratoires des services, avec la complicité des puissances géopolitiques locales? Non, nous avons la force de nos convictions, ce qui est important, mais ça a fait du chemin. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un travail qui a été fait. On a eu, malgré tout, dans cette configuration, le Hirak a marqué des points, que ce soit sur le territoire national ou à l'extérieur. Bien sûr, je dirais que certains n'ont pas partagé la prise de position de la Commission européenne, mais c'est un fait, il est là. Il est à comptabiliser pour le compte du Hirak et non contre lui. C'est des choses comme ça qui est... Et pour en revenir, Boukhalifa, pour en revenir à ces promesses de paradis économique que nous fait M. Tebboune, qui nous parle de révolution en préparation, de la façon la plus optimiste qui soit, Hassan Herj parlait et l'Arabie Zoumia parlaient tous les deux des possibilités d'emprunt, peut-être de la Chine. Vous pensez qu'ils vont pouvoir trouver, alors même qu'ils sont en train de nous dire absolument jamais qu'ils n'iront jamais recourir à des crédits de ce type,
Vous pensez que c'est la seule chose qui leur reste, la Chine, entre autres? Et si oui, de quelle manière et avec quelles promesses? Ça va être très simple. Nous, on a une méfiance atavique à l'égard de notre régime. À partir du moment où le régime nous dit qu'il va aller vers le sud, ou qu'il va vous dire que je ne vais pas aller vers le sud, soyez sûr et certain qu'il va aller vers le sud. Donc, il donne toujours des pistes d'indication. Les choses... Le Sud, on nous a c'est-à-dire la bien- Chine, c'est ça ce que vous voulez Oui, dire? oui, bien sûr, à juste titre, comme l'a dit M. Zouaimia, la Chine aujourd'hui dispose des capitaux et ils sont en conflit avec les Américains sur ce terrain-là. Donc la Chine prête. Souvenez-vous, on a bien eu un responsable diplomatique chinois qui est sorti pour manifester contre le Hirak. Oui, un diplomate, paraît-il, oui. Oui, ce qui est quand même pas anodin. Donc de là à faire une lecture un petit peu, je n'irai pas vite en besogne, mais il faut le dire, la Chine aujourd'hui dispose de capitaux. Par contre, Mais elle ne on dispose pas on dit aussi qu'elle use de méthodes très dures, des conditions de financement très compromettantes pour l'avenir des pays. On connaît des cas en Afrique où certains pays se sont engagés sur des durées absolument incroyables, quasiment comment on dit, des concessions à durée très longue, de 99 ans. Comment on appelle ça, contrat? Écoutez, c'est le seul pays capitaliste au monde qui maîtrise les rudiments du capitalisme à merveille, que ce soit dans la gestion financière. Je pense qu'on devra leur présenter, quand on aura une vraie démocratie, on devra leur présenter la facture de tous les morts qu'on a sur l'autoroute Est-Ouest et de certains immeubles qui se sont effondrés sur leurs résidents, qui ont été construits par des Chinois. Voilà, avec bien sûr la complicité des corrompus de chez nous, mais je ne crois pas qu'ils vont avoir des conditions drastiques plus que ce que le FMI prétend. Mais le peu de souveraineté qui reste encore sur les concessions dans les champs gaziers, peut-être ils espèrent prendre une part. Parce qu'aujourd'hui, nous ne disposons pas réellement d'une cartographie nous montrant qui détient quoi et combien de pourcentage est détenu par les pseudo-opérateurs étrangers. Donc les sociétés françaises, les sociétés anglaises et américaines et tous ces consortiums qui se partagent le gâteau dans les champs gaziers et pétroliers algériens, nous n'avons strictement rien. Donc aujourd'hui, s'il y a un acteur qui vient s'immiscer, on ne saura rien du tout de toute façon. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien verrouiller tout ça. Mais je pense que la carte de la Chine est potentiellement jouable. Oui, mais côté chinois, qui ne dispose pas, contrairement aux Européens, contrairement aux Américains, de pôle énergétique, hein, le Moyen-Orient, par exemple, pour les Américains, le continent africain représente réellement un enjeu ultra stratégique. Est-ce que dans ces difficultés actuelles, l'Algérie ne pourrait-elle pas devenir une proie de choix pour la Chine à un moment où l'Algérie a un besoin cruel, très pressant de financement? C'est une réalité déjà, ils sont présents, les Chinois, ils sont déjà là. M. Benchouf, ils sont déjà là. Ils sont dans beaucoup de secteurs. Ils sont dans beaucoup de secteurs, ils sont présents. Quand vous voyez un diplomate étranger afficher publiquement une prise de position politique alors que le devoir de réserve et de rigueur, à mon sens, le Rubicon a été franchi il y a de cela une belle lurette. Donc, qu'est-ce qu'on va nous opposer comme argument? Bien sûr, dès que l'Algérie éternelle, tout ça est touché, notre souveraineté ne sera pas bradée. Elle est déjà bradée. Restez avec nous, Boukhalifa Ben Mammar, je reviens. Autre chose, Boukhalifa? Oui, juste pour dire tout simplement qu'il n'y a pas que la Chine. Vous avez aussi la Russie qui détient quand même pas mal de capitaux. Mais la Russie est un autre fait du jeu géopolitique, beaucoup moins que les Chinois. Mais les Russes aussi peuvent être à la rescousse, parce qu'on est toujours aussi dans
dans une vision dichotomique du monde. Mais on ne donne rien sans rien dans ces eaux-là. Et en l'occurrence, l'Algérie n'a donné que son sous-sol, ses hydrocarbures, ses minerais, ses ressources naturelles. Conforter, c'est des acteurs maintenant sur le plan militaire, ils sont déjà des acteurs. Sur le plan économique, ce sont des acteurs. Renforcer les positions des uns et des autres est déjà suffisant pour eux. Parce que s'ils arrivent avec leur argent, donc ils auront automatiquement des positions. Le drame syrien est là aussi pour nous le rappeler. C'est une guerre de position. Oui. Restez avec nous, Boukhalifa. Hassan Hirsch, quelque chose sur ce sujet-là ou vous voulez qu'on passe à autre chose? Oui, tout à fait. Moi, je pense que de toute façon, ni la Chine ni la Russie ne seront d'un grand secours pour l'Algérie. Parce que tout simplement, l'ancrage de l'Algérie, c'est essentiellement l'Europe, qu'on le veuille ou non. L'Europe est le pourtour méditerranéen. Et on sait aussi très bien que cette Chine et cette Russie n'ont pas été capables de sauver le Venezuela, qui est exactement dans la même configuration que l'Algérie, c'est-à-dire une seule ressource, les hydrocarbures, et encore que le Venezuela peut être à la limite alléchant dans la mesure où il détient les plus grandes réserves de pétrole dans le monde, c'est-à-dire qu'il dépasse largement même l'Arabie saoudite. Donc l'Algérie n'a pas beaucoup de réserves. Oui, mais pardon, sur cet exemple, Hassan Hirsch, peut-être que l'Occident a eu besoin que le Venezuela arrive où il en est. Ils n'ont pas voulu aider ou profiter de la situation parce que peut-être qu'ils voulaient arriver à une situation de pourrissement au Venezuela. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Mais ce qui n'est pas le cas de l'Algérie, parce que l'Algérie, si l'économie s'effondre au point où c'est attendu qu'elle s'effondre, ça pourrait représenter une grave menace sécuritaire pour le sud de la Méditerranée, pour le nord de la Méditerranée. Bien sûr, ils vont maintenir l'Algérie en survie, mais pas plus. En survie et dans la dépendance totale. Ce que je voulais dire par là, c'est que ni la Chine ni la Russie peuvent être des sauveurs pour l'Algérie. L'Algérie a fermé les portes du développement. Elle a fermé les portes du développement parce que celui-ci, il tient d'abord de la confiance. La confiance entre les dirigeants et les dirigés, entre les investisseurs et les transformateurs, la confiance entre les institutions, la confiance entre la petite ménagère et puis les petites industries. Donc l'économie, c'est d'abord la confiance. Or, il n'y a pas de confiance en Algérie. Le deuxième point, c'est qu'il n'est pas possible non plus d'attirer des investissements étrangers dans la mesure où il n'y a pas un climat des affaires en Algérie. On change des lois du jour au lendemain, il y a une bureaucratie insurmontable, il n'y a pas de statistiques, il n'est pas possible d'avoir un business plan, il n'est pas possible de prévoir, de faire de la prospective, etc. etc. Il y a des obstacles énormes pour les investissements étrangers. Il ne peut pas avoir de tourisme parce qu'il n'y a ni sécurité, il y a aussi la paranoïa, il y a difficulté à délivrer des visas, il y a toujours cette méfiance vis-à-vis de l'étranger, il y a absence totale, tous les crédits, la banque et tout ça, ça marche au coup de téléphone. Il y a impossibilité d'investir parce qu'on menace même les investisseurs. Le cas de Stevital, de M. Brab, c'était un exemple édifiant. Qui va mettre son argent aujourd'hui réellement dans l'investissement en Algérie à partir du moment où on sait qu'on peut dépendre du petit bureaucrate, du petit général, du petit colonel, etc., et que les institutions ne sont pas stables, elles sont trop centralisées, il n'y a pas d'autonomie de la décision, ni au niveau de l'entreprise, ni au niveau des mairies, ni au niveau des wilayas, ni au niveau des universités. Il n'y a aucune possibilité de décision à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle des entrepreneurs, etc. Et il n'y a aucune diversité de l'économie. On le voit très bien. Pourquoi l'Algérie est étouffée? Parce que 95% à 98%
de ces recettes viennent de ce pétrole. Or, ce pétrole est en crise. Il est en crise maintenant durable, hein, pas seulement pour l'Algérie, mais dans le monde entier. D'abord, il y a de nouvelles énergies dans le monde entier auxquelles l'Algérie a tourné le dos. Et il y a une inadéquation entre l'enseignement et l'industrie. L'industrie algérienne, elle est à moins de 5% du PIB algérien, alors qu'en Égypte, on atteint pratiquement les 20%. Et puis en plus, quand je parlais de confiance, regardons par exemple, M. Benchenouf, l'immigration. L'immigration algérienne, elle peut rapporter dans un climat de confiance 10 à 20 milliards d'euros chaque année. On voit par exemple l'Égypte, qui a le même nombre de migrants à l'étranger, elle lui rapporte 30 milliards de dollars. Aujourd'hui, le transfert de l'immigration vers l'Algérie, ça représente 2 milliards seulement. Donc c'est complètement décalé par rapport aux possibilités, par rapport aux potentialités. Mais comment Hassan Hairach, je sais que vous n'êtes pas dans sa tête, que vous ne pouvez pas comprendre comment il fonctionne, mais comment Tebboune, dans de telles conditions aussi désastreuses, aussi catastrophiques, comment peut-il faire une telle déclaration qu'une révolution économique est en préparation sans qu'il ne soit repris par la presse, par les observateurs de tout poil, et ça passe comme une lettre à la poste, comme si de rien n'était, alors que l'Algérie est quasiment en phase de cessation de paiement? Vous savez, M. Benchenouf, l'Algérie est un pays de slogans. Donc qu'ils disent Algérie nouvelle pour récupérer le slogan, plutôt le mot d'ordre du Hirak, qui disait Nouvelle République, Nouvelle Algérie, etc. Lui, il récupère le slogan en disant cette Nouvelle Algérie. Et pareil pour l'industrie. Monsieur Farhat Aïtali, il a beau être de bonne volonté, mais ce n'est pas avec un programme de voitures neuves ou de voitures construites à 20% en Algérie qu'on va faire de l'industrie en Algérie. Ce n'est pas comme ça. Et il faut un climat des affaires, il faut rassurer les investisseurs, il faut qu'il y ait une liberté d'entreprise, il faut qu'il y ait une liberté d'expression, il faut qu'il y ait une liberté de la presse, une liberté d'investigation, il faut qu'il y ait une fin à l'opacité qui a prévalu depuis 1962. Ce n'est pas en disant il y aura une industrie, ou il y aura une nouvelle Algérie, etc., que paf, on a un claquement de doigts, ça va se faire. On a assisté à des slogans comme du temps de Boumedienne, on voulait atteindre le niveau de l'Espagne, on ne l'a jamais atteint. Du temps de Chadili, pour une Algérie meilleure, ça a été une Algérie pire. Du temps de Bouteflika, comme vous l'avez dit si bien dans votre éditorial, on a vu qu'à chaque fois, c'est des slogans creux, c'est de la propagande, c'est de la phraséologie, c'est de l'idéologie qui n'a absolument aucun effet sur la réalité. L'Algérie va essayer de s'abriter derrière des puissances étrangères comme elle a toujours fait depuis 1962 pour mater son peuple, mais il n'y a aucune perspective en dehors du Hirak. Et restez avec nous, Hassan, je reviens à vous pour un... Oui, vous voulez dire quelque chose? Je voulais dire que seul le Hirak peut déboucher vers réellement une nouvelle Algérie, pousser cette mafiocratie à dégager de là par sa mobilisation constante. Et encore une fois, le Hirak, il a un programme, contrairement à ce qu'on peut croire. Il a un programme pour la décentralisation, il a un programme pour le... Je reviens à vous, Hassan. C'est un bon sujet pour finir l'émission. Je reviendrai à vous dans un dernier tour de micro pour vous demander de nous dire ce qu'est le programme du Hirak. Larbi Zouemia, est-ce que vous voulez commenter ou vous voulez que je vous pose une question directement? Non, concernant la Chine, il faut connaître la Chine. La Chine, premièrement, c'est l'empire du milieu et nous, tout autour. Il y a certainement une valeur algérienne actuellement parce que venez avec moi, les États-Unis venaient avec moi et la Chine venait avec moi. Il se peut peut-être que si notre position sera améliorée sur le plan de la souveraineté, notre position, ce qu'on appelle économique, sera
améliorée, on peut faire des trades avec la Chine, il n'y a aucun mal, parce qu'on a besoin aussi de certains projets qui nécessitent du prêt, parce que le prêt est aussi efficace dans certains projets. L'autoroute, ça ne nécessitait pas à ce qu'on va au trésor ramasser tout l'argent et donner ça à la Chine, et à Falcon et à Bejaoui. Donc, pour nous, actuellement, est-ce que réellement le Hirak a un programme? Ça, c'est justement, c'est parce qu'il ne faut pas s'imaginer que du jour au lendemain, on a un programme, parce qu'on va supporter aussi pendant 20 ans les blessures de ce qu'a fait le régime. Et c'est terrible ce qui s'est produit en Algérie. Actuellement, maintenant, comment faire? Que faire en matière de proposition? Que faire justement? Par où commencer? C'est très difficile aussi. La réponse, elle est difficile. Elle est difficile. Mais toujours est-il qu'on dit actuellement que même le Hirak, si à jamais qu'il n'y a pas quelque chose de préétabli, préconçu, quelque chose qui est étayé, démontré, chiffré, on risque d'aller vers l'aventure aussi. Il ne faut pas qu'on devienne aussi épétété en conversant. Mais est-ce qu'il est du rôle du Hirak d'aller dans de tels détails? Est-ce que le Hirak, ce n'est pas plutôt la vision générale, les aspirations globales de tout un peuple, état de droit, démocratie, séparation des pouvoirs, processus constituant, plutôt que d'aller dans des détails économiques précis ou des objectifs économiques précis? Écoutez, le Hirak, c'est une superposition de vitrines. Il y a une petite porte à laquelle il y a des gens ça se fonctionne comme ça depuis la nuit des temps. Il y a une élite à peu près, et il y a ce qu'on appelle la bonne idée qui émerge, tout simplement, parce que le Hirak aussi a besoin de quelque chose, d'une clarté. On va vers où? On propose quoi? C'est quoi nos moyens, c'est nos capacités? Demain, par exemple, les terres Nidam. Que faire justement? Le débat doit être clarifié parce que ça sera la brouhaha. Il ne faut pas que à chaque fois, bon, d'accord, mais méthodologiquement, il faut aussi ajuster, aiguiser aussi, pas aiguiser, ajuster nos outils, préparer nos outils. Que faire? Comment faire pour l'économie? Nous avons des capacités internes, nous avons ces capacités internes, mais le comment? C'est pour cela que Aïtali, il faut dénoncer aussi Aïtali, le fait qu'il est allé au gouvernement, parce que moi, parfois, je ne comprends pas comment Qavi Ihsan, il a cette trilogie. Il est l'ami d'Italie dans le gouvernement, il est l'ami de Drani en prison, justement. Il faut avoir le courage de le dénoncer. Mais qu'est-ce qu'il fait avec un pouvoir mafieux, assassin destructeur d'Algérie? Parce que, justement, je le dis et je le redis, même si sa position, mais ce n'est pas Aïtali qui va faire l'économie. On connaît les cahiers bleus de l'Union soviétique. Maintenant, que faire? Comment faire? C'est ça. Il faut explorer cette voie-là pour pouvoir avoir une idée claire en matière de Bedil. Le Bedil, ce n'est pas faire descendre le pouvoir et puis se retrouver dans la plaine un petit peu égaré où tout le monde veut se réclamer vainqueur, beaucoup de chapelles, il y a ce qu'on appelle un cloisonnement, un foisonnement d'idées, justement, même le Hirak maintenant. Les gens qui ont appelé quitter avec le Hirak, c'est émietté, c'est éparpillé, chacun a pris son truc, il reste quelques-uns, mais justement, ces quelques-uns, justement, doivent penser, doivent aussi présenter des choses, mais présenter des choses dans la clarté. Demain, de bonne erreur. Est-ce qu'on va à la Chine? Est-ce qu'on va aux États-Unis? Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent pour le TIC. Nous avons besoin d'argent pour faire démarrer des entreprises. Nous avons besoin d'argent pour dynamiser notre système bancaire. Nous devons créer une bourse, récupérer l'argent qui est à l'extérieur de la banque, justement qui va servir aussi pour le financement en actions d'entreprises qui vont... tous les pays ont fait comme ça. L'agriculture, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? L'argent, comment justement? Et c'est pour cela que lorsqu'il souffre que je ne sais pas tuer je deviens réellement un cube de glace parce que justement c'est revenir à la République de la salle de séjour, revenir à la République de la salle subventionnée. Là on voit un nidam, un président qui est en train de claironner chaque jour. C'est la littérature. Nous sommes dans la République sonore. Et c'est pour cela que démocratiquement, avec la participation de tous les courants, il faut qu'on ait une idée post-Hirak. Et rester... Attendez, oui. La dernière. Oui. Et je suis partisan dans la discipline à ce que le Hirak doit être équitablement représenté. Un conservateur, ce qu'on appelle des courants islamistes, un libéral du courant démocratique, quelqu'un, 4 ou 5 personnes
qui doivent être constitués en tant que comité. Advienne que pourra, on ne peut pas continuer comme ça, sans adresse, courir, puis se retrouver avec le mot Tamar du RND. Et c'est ça ce qui me blesse, c'est Belgique. Et ce serait un bon sujet d'émission sur ce que vous proposez comme méthode de représentation du Hirak. Boukhalifa Ben Mamar, Oui. généralement, quand ils parlent, ces gens-là du régime, qui nous lancent de grandes phrases comme ça, révolution économique en préparation, ou alors l'Algérie est un pays à grande vocation touristique, nous allons réorganiser le tourisme. Comme si le tourisme ne pouvait être qu'un département, comme si le tourisme n'était pas tout. Ce n'était pas le sécuritaire, le social, le civisme, le transport, la propreté des plages. Le tourisme est un tout. On ne peut pas dire nous allons réorganiser le tourisme afin de pouvoir être à la hauteur de notre grande vocation touristique. Ces gens-là, ils savent tout ça. Ils ont fait des grandes écoles. C'est des cadres supérieurs. Ce sont des économistes, des financiers, des sociologues, et j'en passe. Mais quand ils sont là, ils sont le nez sur le guidon et ils disent que des bêtises, comme ce que vient de nous dire M. Tebboune, une grande révolution économique est en préparation. C'est quoi ces gens-là? Comment ils réfléchissent? En fait, ils sont dans leur fonction, c'est le produit du sérail. Qu'attendez-vous de quelqu'un qui a grandi à l'ombre du sérail, si ce n'est de tenter de le perpétuer? Parce qu'il est comptable aussi lui-même aux gens qui l'ont mis là-dessus. Pensez-vous qu'il puisse avoir le soupçon, ne serait-ce qu'une once d'une envie de réformer ou de révolutionner quoi que ce soit? On le fera partir illico comme on en a fait. Mais là, il n'a plus le choix. Tous les signaux sont au rouge. On ne peut plus faire l'économie de mesures urgentes et réellement efficaces. Oui, mais je ne pense même pas qu'il ait eu le choix d'être là où il est. De toute façon, tous ceux qui ont succédé à la tête de la vitrine principale en dehors de l'intrigant qui nous a hypothéqué sur les 20 dernières années l'Algérie. Sinon, les autres n'ont été que les représentants du pouvoir profond et réel, qui lui tient toujours les rênes. Et ces gens-là ne peuvent partir que dans une démarche globale. C'est le départ du système. Le départ du système, ce n'est pas raser le système. C'est une alternative qui est fondée sur des aspirations légitimes, qui est portée. Après, le comment, je pense que la réflexion est assez avancée dans les différents courants qui traversent le Hirak. Il y a matière à discuter sur... je ne parlerai pas de représentation paritaire dans le Hirak. Je pense que je dirais qu'il y a quand même des lignes, il y a des lignes de fracture. Ce n'est pas des sujets de clivage, mais la liberté avec un S, qu'elle soit individuelle ou collective, doit être au cœur et doit être au cœur de ce qui doit constituer ce consensus. Parce que on a un recul sur les 40 dernières années de l'Algérie, ne remontant même pas à l'origine du système, parce qu'il y a un mal-être aussi dans la société algérienne. Il y a des injustices qui sont de l'ordre, qui sont imputables directement au pouvoir en place, mais vous avez aussi des injustices qui sont d'une nature carrément anthropologique. Vous avez aujourd'hui l'un des sujets qui d'apparence peut être un sujet clivant. Je comprends qu'il y ait des expressions conservatrices en politique, mais je pense qu'aujourd'hui, un sujet comme celui de la liberté de la femme n'est pas un sujet à éluder, ce n'est pas un projet de société. Aujourd'hui, quand on pose le problème d'une répartition équitable de l'héritage dans les foyers en Algérie, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Il y a des femmes qui n'héritent pas, qui n'ont droit à rien du tout. Ne parlons pas de cette fausse représentativité. Voilà, des sujets comme ça qui peuvent revêtir une apparence de sujet de clivage, mais qui ne le sont pas en réalité. Donc je peux en multiplier un tas de sujets comme cela. Ce n'est pas une commission paritaire qui va toquer sur la porte du régime en lui demandant de partir et de changer. Effectivement, il y a le volet économique et effectivement, il y a tout ça. Il y a toute une économie à redémarrer. Il y a tout à refaire chez nous. Mais je pense, et j'en suis quasiment certain, que ceux qui sont sur le terrain de l'engagement politique, c'est eux qui généralement
ouvre la voie aux compétences économiques. Parce que si le problème de la légitimité politique peut être en voie de règlement, beaucoup de compétences vont répondre présent sans la moindre gêne, sans le moindre calcul. Après, vous aurez des résistances à l'intérieur de la société parce qu'il y aura toujours des nostalgiques sur le mode de fonctionnement d'avant, ceux qui étaient habitués à percevoir le bakshish, la tchipa, pour un oui, pour un rien. Vous avez un planton pour aller vous faire un extrait de naissance dans une mairie qui vous guigne de l'œil. Voilà. Donc, tout simplement pour vous dire que moi, je crois qu'il y a une dynamique, révolutionnaire, mais qui est porteuse d'un message de paix. Mais ce message de paix est global, il est globalisant. Donc ce n'est pas saupoudrer des représentants. Quand je dis les nouvelles légitimités, je pense qu'il y a des projets qui collent plus aux réalités de l'Algérie. Ce n'est pas une Algérie supposée ou rêvée ou fantasmée. Et restez avec nous, Boukhalifa. C'est le mot de la fin. Nous arrivons à la fin de l'émission. Hassan Hairache, réellement le mot de la fin, mais en moins d'une minute chacun. C'est vraiment, je suis désolé de devoir vous réduire à cette petite minute, mais Allah ghalb. Hassan Hairache. Moi, je dirais en conclusion que le pouvoir actuel, militaro-policier, est un pouvoir en difficulté. Je pense qu'il est en train de s'écrouler. Et je crois véritablement au Hirak, d'autant plus qu'en plus des millions et des millions d'Algériens qui étaient dans la rue, qui étaient enthousiastes, et qui voulaient un changement radical, qui voulaient tout simplement un État civil et pas militaire, qui voulaient une constituante, qui voulaient une décentralisation de la décision, qui disaient bled bledna, on dirait Raina, etc. En plus de tout ça, le Hirak aura cette fois-ci une revendication sociale parce que la chute du pétrole, parce que le coronavirus a fait 5 à 10 millions d'Algériens précarisés. Et Oui. donc, ils vont venir grossir encore davantage les rangs du Hirak. Oui. Et il y aura à la fois une demande de démocratie et une demande sociale. Et ça, le pouvoir ne pourra pas répondre. À partir du moment où il ne pourra pas répondre, il y aura un rapport de force dans la rue, toujours pacifique, mais extrêmement puissant, extrêmement exigeant. Et cette fois-ci, je crois qu'il ne pourra pas tenir. Je pense véritablement que nous sommes sur une pente qui, aujourd'hui, va aboutir sur un résultat que l'on ne peut pas imaginer, c'est-à-dire la surprise sera aussi grande que celle du 22 février. Merci Hassan. L'Arabie Zouémia, en une minute, s'il vous plaît. Je salue ces Hassan Hirsch, d'accord, ces gens-là vont rejoindre le Hirak, 10 millions de gens, de nouveaux pauvres, un peu, d'accord. Mais toujours, je répète ça, Platon a dit ceux qui ne savent pas la géométrie aussi n'entrent pas dans son académie. Je veux savoir, personnellement, la passerelle, elle est faite en quoi? En corde, je ne sais pas, en câblage. Et justement, l'autre côté, on ne veut pas aussi transporter le bazar politique démocratique, on va aussi se chamailler là-bas et continuer à faire du feu de paille. C'est pour cela que, justement, tout Hirak, c'est des expériences humaines. Le Hirak doit à peu près avoir, même si ce n'est pas sur le plan structure visible, mais doit avoir une ligne. Et cette ligne-là doit obéir au même palier national, au même compartiment national. À ce moment-là, on passe l'autre rive. Et c'est pour cela l'organisation démocratique, chacun va à son épicerie et organiser son parti politique. Et c'est pour cela qu'on peut avancer et on peut réussir. Arabie Zouémia, merci. Boukhalifa Ben Mamar, le mot de la fin. Moi, je reste optimiste. Oui, je reste optimiste parce que l'engagement est porteur. Je reste optimiste, mais par contre, le temps jouera toujours en notre faveur. Et même si le temps, on le trouve un peu lent, mais il est toujours dans ces processus de maturation, permet une réflexion beaucoup plus profonde, beaucoup plus épaisse et beaucoup plus consistante. Et je pense qu'aussi, il y aura une deuxième phase où la réflexion de toute façon sera collective, où on sera obligé de se parler,
de se parler malgré nos différences. Et on ne peut pas l'éviter parce que éviter de se parler, c'est jouer en faveur du régime. Voilà. Ça ne veut pas dire renoncer à ce qu'on est. J'assume mon propos, quand je dis qu'il faut se parler, je ne dis pas qu'il faut renoncer à ce qu'on est. Je ne demande ça à personne. Mais je pense que ce que nous portons, ce n'est pas non seulement le départ du régime. Ça, c'est quelque chose d'acquis. Mais le départ du régime au profit de quoi? Au profit d'une société démocratique, pas uniquement un slogan, une société où les gens pourront débattre de tout sans le moindre tabou. Voilà. Je pense qu'on est condamné à se parler pour pouvoir avancer. Merci Boukhalifa Ben Mamar, merci Hassan Hirish, merci l'Arabie Zoémia, merci à vous chers amis. Je rappelle seulement, n'est pas pessimiste celui qui dit que tous les indicateurs sont au rouge. La situation est particulièrement alarmante en Algérie, où le régime est en train de pavaner, de nous promettre l'imminence d'une révolution économique et autres fadaises du genre. La situation est très préoccupante. Le corona est venu compliquer la situation des plus démunis, des plus fragilisés. Les grands malades, ceux qui souffrent des reins, ceux qui ont des problèmes cardiaques, ceux qui ont des maladies chroniques de toutes sortes, sont dans une situation très alarmante. Les médicaments sont en manque. Les plus démunis sont en train d'atteindre des chiffres très alarmants. Maintenant, les Algériens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dépassent des chiffres que je n'ose même pas dire. Ils se comptent en millions. Et quand je dis millions, je n'exagère rien du tout. Les retraités les moins pris en charge sont au bord de la misère. Les chômeurs ont atteint des chiffres absolument hallucinants. Et ce ne sont pas les 12% annoncés par le régime, mais au moins 3 fois plus. Le taux de chômage réel, selon des observateurs avertis, avoisinerait les 40%. Je sais que c'est un chiffre absolument exorbitant, mais c'est comme ça. Parce que, entre autres, la femme au foyer n'est pas comptabilisée comme dans les chiffres du chômage. Il faut que vous le sachiez. La situation économique mise à part, les autres secteurs sont tout aussi alarmants. Le secteur du tourisme, c'est proprement indescriptible, au point où l'un des plus beaux pays du monde, celui qui jouit de plages parmi les plus belles du monde, le plus grand désert du monde, et quel panorama, de belles montagnes, des reliefs de tout genre, les Algériens sont obligés d'aller passer leurs vacances dans des pays limitrophes, ou en Europe ou ailleurs, pour ceux qui en ont les moyens. Et c'est dire que le chantier est immense, et que cette révolution économique que nous promet M. Tebboune, nous serons obligés de la faire, mais de la faire nous. Ce n'est pas ce régime qui sera en mesure de la faire, puisqu'il ne pourra réunir ni le consensus nécessaire, ni les compétences indispensables. Seul un peuple déterminé qui saura qu'il devra se serrer la ceinture, peut-être pendant plus de 15 ou 20 ans, sauf un peuple qui saura qu'il devra consentir de très grands sacrifices pour reconstruire tout ce qui a été dévasté. Seul un peuple qui sait faire confiance en cela même qu'il a lui-même choisi pourra avancer. Pas avec un régime despotique, pas avec une mafiocratie. Barakallahu fikum, bqaw ala khair wa salama.